Bonjour à nouveau et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième étape de cet après-midi. Donc nous avons souhaité bon anniversaire à Laura Adler et nous avons compris qu'elle avait un lien particulier avec l'invité qui va venir puisque, paraît-il, ils ont chanté ensemble des choses, des titres qu'elle ne nous a pas donnés, mais ça devait être des chansons intéressantes. Alors, nous allons accueillir maintenant un universitaire de très haut niveau qui porte un regard différent et original sur nos sociétés actuelles, sur la marche du monde et sur les grandes évolutions qui nous attendent. Et vous savez que l'un des buts du grand débat, je le dis souvent, c'est qu'on puisse sortir, après avoir vu ou avoir assisté à une, deux ou trois rencontres, selon les possibilités de chacune et de chacun, avec une, deux, trois fenêtres qui se sont ouvertes. C'est-à-dire que, comme il était assez rare de pouvoir rencontrer des gens de ce niveau, qui ont exercé des fonctions, et qui ont surtout une passion pour ce qu'ils font. Vous avez senti tout à l'heure avec Laura Adler combien elle n'avait pas un lien intellectuel avec ce qu'elle disait. Tout ce qu'elle disait, de sa lutte, de ses combats, de tous les combats qu'elle a menés, chaque mot pesait un bout de vie. Et c'est le cas de tous les invités du grand débat, du premier jusqu'au dernier. Et ce sera évidemment le cas de Michel Lusseau qui va venir maintenant. Alors, la possibilité de rencontrer ces gens-là, c'est souvent d'entendre des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Vérifier des choses que l'on croyait savoir, mais dont on n'était pas certain. Et l'essentiel du débat, ce n'est pas tellement ce qui se passe ici, c'est 2 jours, 3 jours, 10 jours, 6 mois après, à l'occasion d'une lecture, d'une rencontre, d'une discussion, on s'aperçoit qu'il reste quelque chose de ce qu'on a entendu. Il reste quelque chose des doutes, des certitudes qu'on a entendues. Et c'est ça qui fait progresser. Et c'est ça qui fait avancer. Et c'est ça, à mon avis, qui fait l'intérêt de toutes ces réunions. Juste un mot, pour finir, on dit souvent, ça s'appelle le débat, et puis les gens ne se battent pas sur scène, et les gens qui ne sont pas d'accord. J'ai organisé plus de 1000 débats dans ma vie, à la radio. L'exercice qui consiste pour 2 personnes pas d'accord à croire que l'auditeur va mieux comprendre le problème n'est pas une bonne solution. Je vous le dis d'expérience. Parce que le problème, quand il y a 2 personnes, à l'exception de quelques-uns évidemment, mais c'est que chacun veut briller, chacun veut avoir raison. Et il sort plus de la bataille d'ego que d'une meilleure compréhension des choses. C'est pour ça que je n'ai aucune honte à penser que le grand débat peut parfaitement se passer avec une personne et d'aller au fond des choses, avec une personne, et de comprendre pourquoi les choses ont été faites comme ça, pensées comme ça. Et après, on a le droit de penser qu'ils ont raison ou tort. Il n'y a aucun problème, on ne demande à personne de considérer que ce qu'il dit a raison. Mais on vit à travers eux une expérience et des pensées que tout seul ou avec 2, 3 amis, on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour éclaircir le sujet. Alors, le monsieur que nous allons recevoir, Michel Lusseau, est géographe. Et je suis très content, et nous avons choisi avec la municipalité cette personne pour une raison. Quand on demande, mais qu'est-ce que le monde va devenir, on entend toujours des politiques, évidemment. C'est normal, on entend des chefs militaires qui disent voilà les rapports de force, on entend des sociologues qui nous disent le monde, ceci, cela, et jamais des géographes. Jamais. Or, il se trouve que nous avons un géographe en France qui est extrêmement intelligent et qui a l'avantage de regarder le monde par le début, c'est-à-dire sur une carte, et de regarder et de voir le sol et de voir où les gens vivent. Et ce monsieur a une vision, vous allez voir, assez différente de ce qu'on entend sur ce que le monde est aujourd'hui et va devenir demain. C'est pour ça que c'est avec grand plaisir que nous l'avons invité. J'espère que votre curiosité sera satisfaite après l'avoir entendu. Je vais le chercher. Merci. Bonjour, Michel Lusseau. Bonjour. Vous allez bien? Pas mal. Vous êtes venu en voiture, vous avez enseigné à Lyon? Oui, c'est ça, à l'école normale supérieure. supérieure. Ou pas J'y suis déjà venu
raison d'un péché de gourmandise, puisque j'ai dîné dans un fameux restaurant de la ville dont je ne peux dire le nom pour des raisons voilà, de service public. Bon. Mais qui était très bon. Très très bon, avec une étoile au Michelin, oui. Ouais. Bon, vous avez une manière habile de contourner les obligations du service public. C'est bien. Oui, j'ai oublié de vous dire, pardon, de dire que vous êtes parmi les diplômés en France, voilà, la crème de la crème, puisque vous êtes Normal Sup et vous avez enseigné 10 ans à Normal Sup à Lyon. J'y suis toujours. Vous y êtes toujours? Parce que je croyais que depuis quelques mois, vous aviez pris la responsabilité de directeur de... Non, mais vous faites ça en même temps, donc. J'ai créé un nouveau programme à la suite d'un appel d'offres que j'ai remporté, mais c'est toujours à l'École normale supérieure. Toujours à l'École normale supérieure. Alors, quelques mots sur donc être géographe. Vous êtes un des géographes les plus éminents du pays et même en Europe. Et alors, je me suis demandé, est-ce que ça peut être un rêve de jeunesse que d'être géographe quand vous avez, je sais pas, 15 ans, 16 ans on n'est pas géographe, vous allez dire on le devient, mais je veux dire, est-ce que vous avez pensé à un moment à être géographe ou bien vous avez été tenté par d'autres directions avant? On est toujours tenté par beaucoup de choses, ça s'appelle la vie, hein, mais depuis très longtemps, cette question m'intéressait parce que, comme vous le disiez tout à l'heure à propos de ce qu'expliquait formidablement bien Laura Adler, on ne peut travailler dans le domaine des idées que quand on est appelé par autre chose que la raison froide. Donc moi j'ai un rapport affectif à une question qui nous concerne tous, qui est la question de la manière dont nous vivons à la surface de la Terre. Finalement, je crois que je suis géographe parce que, jeune enfant, j'ai été, sans doute grâce à mes parents, mais aussi grâce à un ami de mes parents qui était lui-même géographe à l'université, j'ai été toujours fasciné par des choses qui peuvent paraître un peu triviales, mais qui sont pourtant essentielles, toujours fasciné par les paysages, par la manière dont des bâtiments se combinent dans une ville, par la façon dont les individus organisent leur habitat. Vous savez, habitat, c'est un très beau mot, qui malheureusement est utilisé souvent un peu à tort, parce que très souvent on confond habitat et résidence. Dans les politiques de l'habitat, on parle souvent de la politique du logement. Or, l'habitat, ça n'est pas simplement le logement. Et pour le comprendre, il faut revenir à l'origine du mot habitat. C'est un mot qui a été créé au XIXe siècle par les sciences naturelles pour définir quelque chose de très simple en apparence, un habitat pour les zoologues, les éthologues et les botanistes aussi d'ailleurs du XIXe. En ce grand moment d'efflorescence des sciences naturelles, un habitat, c'est l'espace de vie d'une espèce. Voilà. En l'occurrence, le genre humain. Et donc, en tant que géographe, j'ai proposé que l'on revienne au sens du mot habitat, en disant, ben voilà, il y a une espèce particulière, un drôle de zèbre, qu'on appelle l'humain. Et moi, géographe, mon travail, c'est d'essayer de comprendre l'espace de vie de cette espèce, avec comme caractéristique que l'espace de vie de cette espèce, il évolue dans le temps. Il n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 8 ans. Si nous avions fait cette rencontre il y a 8 ans pour le premier grand débat de Vichy, nous n'aurions pas dit exactement la même chose, ne serait-ce que parce qu'il y a 8 ans, il y avait 500 millions de moins d'habitants dans les villes, à l'échelle planétaire. Rien que ça. Alors vous dites dans votre livre, on ne peut pas comprendre l'humain sans faire de géographie. Et alors on se dit qu'on est nombreux, à ne pas comprendre l'humain, c'est un peu culpabilisant votre phrase. C'est plutôt une phrase qui s'adresse à mes collègues des sciences sociales. J'ai toujours été frappé de voir que dans les sciences sociales et la philosophie, on est très souvent très polarisé sur le temps. C'est vrai. Nous avons tous fait de la philosophie et toutes fait de la philosophie au moins en classe de terminale. Alors pour certains d'entre nous, c'était hier, pour d'autres, c'était un peu plus loin. D'autres en ont continué à pratiquer la philosophie par goût, par nécessité professionnelle. Mais nous nous souvenons tous que faire de la philosophie, c'était pratiquement toujours aborder des auteurs dont un des grands sujets
métaphysique avait été le rapport de l'homme au temps. D'ailleurs, une des œuvres philosophiques qu'on a considérées longtemps comme la plus essentielle du XXe siècle, de Martin Heidegger, Sein und Zeit, l'être et le temps, parle justement de ce qu'il en est de la relation de l'être humain au temps. Et je comprends que le temps nous obsède, puisque le temps est ce qui nous accompagne en permanence de la naissance à la mort, dans le moindre instant de notre existence et dans la moindre réflexion que nous avons sur cette existence. Mais alors du coup, on en oublie une chose très importante, c'est que si nous vivons dans le temps, nous vivons aussi avec l'espace. Notre vie n'est pas pensable sans géographie parce que tout simplement, nous sommes des êtres géographiques. Qu'est-ce à dire? Mais, mesdames, messieurs, pour venir ici aujourd'hui, vous êtes peut-être tous et toutes habitants de Vichy et peut-être êtes-vous tous et toutes très proches de cette magnifique salle, mais d'autres sont venus de plus loin. Et même si vous êtes habitants de proximité, résidents de proximité, pour venir ici, vous allez bien avoir à organiser votre espace de vie. Vous allez avoir à prévoir des mobilités, à prévoir des haltes, à prévoir des lieux où vous devrez vous arrêter après cette séance. Des étapes, oui. Des étapes. Et donc, de quelque manière qu'on regarde sa vie au quotidien, on s'aperçoit que vivre ne serait-ce qu'une journée, c'est affronter de multiples épreuves spatiales, c'est comme ça que je les appelle, ou des épreuves géographiques. C'est-à-dire des moments où nous sommes confrontés à la nécessité de gérer l'espace. De la distance. En particulier, gérer les questions de distance. Et pour achever de vous convaincre que nous sommes des êtres géographiques, mais revenons à l'étymologie. J'aime beaucoup revenir à l'étymologie parce que souvent, elle ne règle pas tout, mais elle met sur la voie de certaines réflexions. Le verbe « exister ». J'existe. Vous existez, cher Daniel. En tout cas, faisons l'hypothèse. On va essayer. Le verbe « exister », que signifie-t-il? Ex sistere. Se placer hors d'eux. En gros, exister, ça veut dire se déplacer. Ou être différent. Voilà, se placer et se déplacer. Donc en fait, l'existence est un mouvement permanent de placement et de déplacement. Ce qui fait que nous ne pouvons pas, au moindre moment de notre vie, ne pas être confrontés à cette question du placement, du déplacement. Et donc nous sommes nécessairement, même sans le savoir, des géographes. Alors vous dites, on rencontre peu de géographes, vous m'avez dit tout à l'heure, on rencontre peu de géographes, mais beaucoup de plombiers, d'électriciens, de médecins, d'historiens, de philosophes. Alors j'ai tendance à répondre, on rencontre peu de géographes, peut-être parce que nous sommes tous des géographes. Et parce que nous aimons tous la géographie, parce que nous avons tous un rapport particulier à la géographie. Alors peut-être pas la géographie qu'on apprend à l'école ou qu'on a appris à l'école, mais en tout cas cette géographie intime, personnelle qui nous concerne et qui explique que notre vie va être marquée par notre relation au lieu, au territoire, au paysage, aux bâtiments, aux monuments, aux situations spatiales que nous avons à vivre, à tel point que si nous faisions le test, je le fais assez souvent dans des salles moins nombreuses que celle-ci, mais avec mes étudiants par exemple, si nous faisions le test de savoir quels sont des grands événements qui ont marqué nos vies. Et on se souvient de l'endroit où on était, c'est ça? Mais très souvent, on commence par se souvenir d'un lieu, d'une ambiance de paysage, d'une ambiance géographique. Et petit à petit, on en vient à se souvenir d'autres choses. Ce sont d'ailleurs des intuitions qui ont été confirmées par la science cognitive. Notre mémoire, comme d'ailleurs notre système de pensée, fonctionne spatialement, par image spatiale. Et nous nous souvenons des lieux, pardon Daniel, nous nous souvenons des lieux
et ensuite de ce que nous y avons vécu, c'est-à-dire nous nous souvenons de moments de lieu. Hein. Mais reprenons encore une vieille formulation française. Nous nous souvenons de ce que l'on pourrait appeler un laps de temps. Qu'est-ce que c'est qu'un laps? C'est un espace, en vieux français dérivé du latin. Donc quand on dit un laps de temps à passer, c'est un espace de temps. Donc en réalité, notre vie, c'est une activité permanente de passage d'espace-temps à un autre espace-temps. Et un très très grand écrivain, qui pour moi est un des écrivains français les plus intéressants de toute l'histoire de la littérature française, Georges Perec, a écrit un livre qui, à mon sens, est le plus beau livre de géographie jamais écrit. C'est-à-dire, moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ça y est, jamais plus on ne pourra écrire un livre de géographie aussi formidable que celui-ci. Ça reste pour moi un modèle. À chaque fois que j'écris une ligne, je pense à ce livre, que je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui est un livre assez déconcertant, parce que Perec est un auteur assez déconcertant. Et dans ce livre, Perec, à un moment, a cette formule extraordinaire, il dit « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Que dire de plus? Là, la littérature est superbe. Oui. Et elle est supérieure à tout ce que l'on peut dire ensuite. Alors, une fois qu'on a posé ce que vous venez de dire et exercé comme vous pendant des années ce métier, qu'est-ce qui manque dans toutes les professions qui font œuvre, si j'ose dire, de description du temps et de ce que sera les prochaines années parmi les sociologues, les philosophes, etc., et que seul le géographe, ou surtout le géographe, pourrait apporter? C'est-à-dire, quelle est la contribution spécifique du géographe que vous êtes, de différent par rapport à ce qu'on entend tous les jours des gens que nous avons cités? Qu'est-ce qui vous différencie dans... quel est l'élément que vous pouvez apporter et qui puisse éclairer d'une manière un peu différente ce que les gens disent, de ce que nous sommes et que de ce que nous pourrions devenir? Voilà une question bien difficile. Mais... C'est ça être géographe. Oui, je ne vous remercie pas de me l'avoir posé. Alors, pour que je vous réponde, il faut faire un petit détour par l'histoire de la pensée, telle que je vais vous la présenter. Vous pourrez très bien la contester, mais je vous demande de bien considérer cela comme une sorte d'analyse qui va fonder la réponse que je ferai ensuite. Je crois que dans l'histoire de la pensée française, et sans doute d'ailleurs dans l'histoire de la pensée occidentale, continentale, mettons de côté les Anglais, il est toujours utile de mettre les Anglais légèrement de côté. Hein. Donc, le géographe n'oublie pas que c'est une île. Non, mais la pensée anglaise est souvent d'un registre un tout petit peu différent, et je dis ça de façon amusée, mais j'ai une admiration sans borne pour la pensée anglaise, notamment pour la philosophie anglaise et anglo-américaine. Mais dans la pensée continentale, et ça je pense que c'est un héritage grec, en particulier c'est un héritage de la façon dont nous les Occidentaux, nous avons lu Platon. Et nous avons pendant longtemps préféré Platon, malgré tout, à tout autre auteur, même préféré Platon à Aristote, même s'il y a eu dans l'histoire des tentatives pour faire en sorte que Aristote soit compatible avec le christianisme. Ça a été l'œuvre de Thomas d'Aquin en particulier. Et nous avons donc eu une pensée qui s'est structurée autour d'une grande partition, d'un grand clivage, si vous voulez, une grande séparation entre l'idée, le monde des idées, la sphère des idées. Un monde des idées qui est apparu comme ce qui guidait l'existence humaine, ce qui faisait que l'humain était humain, ce qui différenciait l'homme générique de toute autre espèce vivante et sensible, parce que ça fait quand même longtemps qu'on sait que les animaux ont une sensibilité et une manière de considérer le monde. Mais ce qui différenciait l'homme, c'était justement ce monde des idées qu'il était capable de structurer à travers cet outil extraordinaire qu'est le langage. Et surtout à travers cette possibilité, par le langage écrit,
de n'être plus dépendant seulement de la parole pour que les idées circulent, mais d'être capable de stocker la parole dans des documents qui pourraient ensuite resservir à des penseurs ultérieurs pour qu'ils remobilisent ce qui avait été pensé auparavant. C'est ça le coup de génie de l'invention de l'écriture. C'est la possibilité de faire stock de la pensée. C'est-à-dire non pas de l'arrêter, mais au contraire de la mettre à disposition pour qu'elle continue sans cesse, sans qu'on soit dépendant de la seule mémoire. Donc effectivement, le monde des idées est apparu depuis Platon. Hein, ceux qui se souviennent de leur Platon, la cité du philosophe platonicien, c'est une cité des idées. Dominant tout le reste, enfin. Voilà, dominant tout le reste. D'ailleurs, nous n'en avons qu'une vision imparfaite, c'est le fameux mythe de la caverne. Seul le philosophe éclairé, lui, peut avoir une vision plus parfaite. Etc. Et ce monde des idées a dominé l'intérêt de tous les penseurs, de toutes les formes de pensée jusqu'à une date très récente. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si la science expérimentale, qui elle va commencer à s'intéresser à autre chose que le monde des idées, a au départ été une activité de l'esprit extrêmement critiquée par l'instance qui tenait le monde des idées sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'Église. Donc, cette primauté de l'idée a conduit pendant très longtemps à considérer que la deuxième sphère, la matière, les choses, et parmi ces choses, il y a notre corps. Il y a tout ce qui renvoie à la corporéité, tout ce qui renvoie à l'organique. Eh bien, ces choses matérielles, ça n'est pas qu'elles n'existaient pas. Il faut être sacrément idéaliste pour le dire. Hein. Mais elles s'inclinaient devant la pensée. Mais elles s'inclinaient devant la pensée et elles étaient dans un rapport de causalité, de domination. Ça veut dire que la matière était toujours dominée par la pensée. Et d'ailleurs, beaucoup d'éducation consistait à dire, par l'esprit et la pensée, on doit dominer son corps. Vous avez tous et toutes entendu l'idée qu'on devait dominer ses affects par la raison. Pour en venir à votre question, je fais court parce que parmi mes quelques défauts connus, il y en a très très peu, hein. Mais il y en a un, c'est que je suis bavard. Donc j'essaye de faire bref. Dans le cadre de cette partition, eh bien, la géographie est du côté de la matière en apparence. Parce que la géographie, elle est du côté de l'organisation matérielle. Monsieur le maire de Vichy, qui est présent et qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent, pourrait le dire bien mieux que moi. Être maire aujourd'hui, c'est être géographe dans la mesure où une grande partie de l'activité d'un maire, c'est d'organiser l'espace de vie collectif. Quand on refait les bords de l'Allier, quand on réaménage des rues au sein de Vichy, quand on interdit la circulation dans une rue qu'on va transformer en rue pétonnière. On fait de la géographie. Ce qui vous vaut en général l'amitié de tous les habitants. Eh bien, on fait de la géographie et on est dans l'ordre de l'organisation matérielle. Donc pendant longtemps, la géographie, comme une partie de l'anthropologie d'ailleurs, et de l'ethnographie surtout, hein, a souffert de s'intéresser d'abord aux choses, aux objets, aux faits. Et c'était pas une matière noble, quoi. Ça n'était pas une matière noble. D'ailleurs, un auteur que j'admire énormément, mais vraiment quelqu'un qui m'a apporté beaucoup et qui pour moi est un des penseurs les plus importants de langue française du XXe siècle, c'est Pierre Bourdieu, professeur de sociologie au Collège de France, avait dans un livre des années 70 qui s'appelait La distinction, critique sociale du jugement, avait établi une sorte de hiérarchie des sciences sociales, de la plus noble à la plus accessoire. Bon, alors tout en haut, il y avait la sociologie de Pierre Bourdieu, avec la philosophie, il était philosophe, il était agrégé de philosophie, et tout en bas, il y avait la géographie. Parce que Pierre Bourdieu disait, mais finalement les géographes sont des penseurs faibles. Oui, Pierre. Oui, Pierre. Sont des penseurs faibles, ils ne s'intéressent qu'à l'organisation de l'espace. Or, cette organisation de l'espace, elle est dépendante des structures idéales, des schémas d'esprit qui dépendent des conditions sociales dans une société du moment. On retrouve ça, d'ailleurs, je vous rappelle, chez Marx, hein, c'est le fameux
dialogue entre ce que Marx appelle l'infrastructure, c'est-à-dire le système de production, qui est pour lui dominant, c'est le système de production qui crée l'organisation de la société, notamment en classe, et puis ce qu'il appelle la superstructure. La superstructure, c'est le monde des idées qui va venir s'imposer en quelque sorte à la matière. Alors, vous avez écrit un livre qui a fait énormément de bruit, qui s'appelle Les non-lieux. Alors, les hyperlieux, pardon. Je vous explique pourquoi je vous dis non-lieu, vous le savez. C'est qu'il y a un livre qui a été écrit il y a plus de 20 ans, 25 ans. Marc Augé avait écrit Les non-lieux en disant que la mondialisation était un phénomène qui allait faire que dans le monde entier, tous les lieux allaient se ressembler. Tous les aéroports se ressemblent, toutes les structures commerciales vont se ressembler, même les habitats, la nourriture va devenir universelle, etc. C'est-à-dire qu'il pensait il voulait démontrer que la mondialisation serait de l'uniformisation, quasiment du genre de vie de tout le monde. Et 25 ans plus tard, vous venez et vous écrivez hyperlieu, qui est exactement le contraire d'un non-lieu, c'est-à-dire qu'à partir du même phénomène, vous tirez les conclusions exactement inverses de celles qu'il avait tirées avec succès il y a 25 ans. Et votre livre a donc créé une controverse très, très intéressante justement sur ce point. Et votre contribution a été assez éminente pour que ça devienne un sujet de discussion dans toutes les universités de France et d'Europe. Alors, la question est suivante. Est-ce qu'on peut avoir pensé que M. Augé avait raison il y a 25 ans et que 25 ans plus tard, c'est vous qui avez raison avec un raisonnement complètement inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible qu'Augé, dans son temps, ait eu raison, mais que maintenant, l'évolution fait que c'est vous qui aurez raison? Alors, j'ai eu un débat avec Marc Augé. L'Express, l'hebdomadaire Express, a organisé un débat entre Marc Augé et moi, qui était d'ailleurs très agréable. J'ai beaucoup d'admiration pour Marc Augé. Je pense qu'il avait tort il y a 25 ans, mais moins tort qu'aujourd'hui. Voilà. Ouais. En fait, je pense qu'il n'avait pas analysé complètement ce qu'est en fait la mondialisation. Je pense que le problème de Marc Augé, c'est que c'est un anthropologue de très grand talent, mais qui est venu dans l'interrogation sur les lieux de la mondialisation sans être suffisamment prudent dans son analyse de la mondialisation. Moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire j'ai d'abord essayé dans les livres précédents, puisque ce livre-ci est le dernier d'une série de 4 qui se sont échelonnés depuis 2007. Et j'ai d'abord essayé de comprendre le processus de mondialisation pour ensuite arriver à la réflexion sur ce qu'on appelle les nouvelles géographies de la mondialisation en sous-titres. Alors je vais essayer de l'expliquer simplement, en précisant que dans ce livre, comme dans tous mes livres, je pars toujours d'exemples très concrets. Très précis, oui, c'est très intéressant. Ce sont des livres qui sont assez théoriques dans certaines parties, mais qui s'appuient toujours sur des descriptions, un anthropologue, Clifford Geertz, appelle ça des descriptions épaisses. Des descriptions assez travaillées d'ailleurs au plan du style. Oui, vous êtes à Venise, vous êtes dans un aéroport, voilà. Et il y a tout ce que vous voyez assis sur votre chaise de ce qu'est ce monde-là. De même que si dans mon prochain livre, je suis amené à travailler la situation que je vis aujourd'hui avec vous, eh bien je ferai une description épaisse de cet espace-temps que je suis en train de vivre avec vous. Parce que c'est important de le faire. Mais on entend souvent dire la chose suivante. Et pour moi, c'est un stéréotype qu'il faut ne pas accepter pour argent comptant. On entend souvent dire la mondialisation, un processus sur lequel on pourra revenir dans les jugements que nous pouvons en avoir. La mondialisation uniformise le monde. Parce que la mondialisation, qui est en fait une urbanisation du monde et des formes de vie et des modes de vie, cette mondialisation homogénéise les espaces et les paysages et les formes architecturales. Donc tout est un peu pareil partout. On retrouve les mêmes architectures, les mêmes bâtiments, les mêmes voitures, les mêmes vêtements, les mêmes goûts alimentaires, les mêmes musiques. On a
la même world culture, la même culture mondiale. Et tout ça, finalement, est extrêmement uniforme et uniformisant. D'ailleurs, souvent, lorsqu'on dit ça, c'est plutôt un jugement de valeur critique. Négatif. Oui. Négatif sur la mondialisation. Et on dit aussi qu'en raison même du développement de la mobilité et des télécommunications, non seulement le monde devient de plus en plus uniforme, mais les distances disparaissent. C'est-à-dire que le monde devient de plus en plus petit, étroit, que les distances ne comptent plus. Certains ont même été très loin jusqu'à dire qu'il y avait une disparition totale de l'espace géographique en raison de la vitesse. Alors, moi, ce que je fais dans ce livre, c'est que je dis, oui, il y a des éléments qui permettent de confirmer en partie cette hypothèse. Bon, en ce qui concerne le rétrécissement des temps des espaces-temps de déplacement, il n'y a pas besoin de faire une longue démonstration. Notons néanmoins que depuis maintenant une quinzaine d'années, ça avait commencé avant la crise de 2008. La crise de 2008, crise financière, a provoqué aussi un certain nombre de préoccupations des transporteurs, préoccupations liées au coût. Avant 2008, on a déjà constaté que la course à la vitesse des déplacements était sans doute terminée. Oui, le Concorde, on se souvient du Concorde, par exemple. En fait, vraisemblablement depuis les années 90, la question essentielle pour ceux qui gèrent les déplacements n'est pas la vitesse, mais plutôt le rapport vitesse-coût et les gains de temps que l'on cherche. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui un grand transporteur maritime ou un grand transporteur aérien ou un grand transporteur routier, les gains de temps que vous allez essayer de trouver, donc les gains d'argent, vous allez essayer de les trouver du côté de ce que l'on appelle l'amélioration de la chaîne logistique. Vous allez essayer de les trouver, par exemple, quand vous êtes transporteur naval, en discutant avec les autorités portuaires, de façon à ce que votre superconteneur de 10 000 boîtes, vous puissiez le charger et le décharger en une journée, alors qu'il y a encore 10 ans, il fallait 2 jours et demi pour le décharger. Et là, vous allez gagner du temps, mais la vitesse n'est plus la vitesse du déplacement, c'est la vitesse de la procédure. C'est plus du tout la même chose. Et puis, on pourrait quand même dire que, oui, il y a une homogénéisation des paysages. Vous habitez Vichy, pour beaucoup d'entre vous, ou des petites villes proches. J'imagine qu'à Vichy, comme ailleurs, je connais mal, donc si je me trompe, monsieur le maire, vous me corrigez immédiatement par un signe de main courroucé. À Vichy, comme ailleurs, vous avez vu apparaître par exemple, les enseignes commerciales franchisées et une fragilisation de ce qu'on appelait le commerce indépendant. Et ces enseignes commerciales franchisées, elles seraient très comparables d'une ville française à l'autre, et même d'une ville européenne à l'autre, et même parfois d'une ville mondiale à l'autre. Et lorsque ces enseignes franchisées s'installent, que font-elles? Elles imposent leur logo, leur design, les étalages, les produits, l'habillement des employés, les formes de travail des employés. Donc, il y a de l'homogénéisation. De même, là encore, je parle sous le contrôle du maire, lorsqu'on aménage des espaces publics, lorsque l'on veut refaire une voie, refaire une place publique, on va chercher dans un catalogue de designers, par exemple, où on fait un concours et on va avoir des propositions qui seront des propositions assez standards, en fait, proposées par des grands groupes, dont certains Français sont des leaders mondiaux. Le groupe Deco, par exemple, est un leader mondial du mobilier urbain. Donc il y a incontestablement quelque chose de l'ordre de l'homogénéisation. On le revoit dans les aéroports, il n'y a rien qui ressemble plus à un aéroport qu'un autre aéroport, il n'y a rien qui ressemble plus à une gare qu'une autre gare. Là, la gare de Vichy a été refaite, elle ressemble à toutes les gares que SNCF Gare a refaites. Donc il y a quand même quelque chose qui est juste. Mais ce que j'ajoute, c'est que si on s'en arrête là, alors on ne comprend pas la mondialisation. Et l'hypothèse que je fais, que je démontre dans ce livre, c'est que, en tension avec cette homogénéisation, j'avais l'habitude de dire avant l'élection présidentielle de l'année dernière, en même temps. Vous pouvez continuer, s'autoriser. Voilà, mais c'est même tamponné maintenant comme expression. Mais disons que ça n'est pas exactement dans le même sens. Dans le même temps, en tension avec ce mouvement d'homogénéisation,
il y a un processus de différenciation de plus en plus marqué. Et donc nous nous trouvons dans une situation très étrange, où le monde, du même mouvement qu'il s'homogénéise et se standardise, se différencie. Si nous prenons une petite ville comme Vichy, mesdames, messieurs, bien sûr, Vichy se standardise et se met à ressembler à d'autres villes de taille équivalente, ou même de plus grande taille, ou même de plus petite taille. Incontestablement, on pourrait le dire. Mais personne ici ne serait capable de confondre Vichy avec Roanne, dit sans offense pour les Rouennais, ou avec une autre ville. Parce qu'il y a néanmoins à Vichy des processus de différenciation qui existent, qui sont d'un autre ordre peut-être que le décor urbain dont j'ai parlé. Des processus de différenciation qui font qu'il existe à Vichy un je ne sais quoi et un presque rien, comme disait Yankelevitch, qui distinguent Vichy. Ce je ne sais quoi et ce presque rien, c'est quoi? Bien, ce sont deux choses, mesdames, messieurs. Un, ce sont les pratiques des habitants. Ce que les habitants font. On ne peut croire que le monde s'uniformise que si on est inattentif à ceux qui l'habitent. Parce que habiter Vichy, qu'on réside à Vichy ou à l'extérieur, c'est mettre en œuvre une série de pratiques d'habitudes. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont des habitudes. Tous les samedis, ils vont à tel endroit, tous les samedis, ils vont à tel café. Ils ont l'habitude d'aller à l'opéra pour les spectacles. Ils ont l'habitude de venir au grand débat chaque année dans cette salle. Donc, ils ont des habitudes qu'ils ont apprises dans le cadre de ce que l'on appelle, de façon un peu jargonnante dans les sciences sociales, le processus de socialisation de leur existence. En vous socialisant, en vivant avec d'autres, votre vie d'abord d'enfant, d'adolescent, d'adulte, de personnes mûres, puis de personnes, comment on dit aujourd'hui, les seniors, en vous socialisant, et je vous rappelle que la socialisation n'a pas de cesse. Comme l'apprentissage n'a pas de cesse, comme le disait très bien Laura Adler tout à l'heure, on n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas de découvrir son espace de vie. Parce que son espace de vie change et que soi-même on change. Donc on devient plus attentif à des choses. Mais on peut changer de lieu aussi. On peut changer de lieu. D'ailleurs, moi j'ai déménagé à Lyon en 2008. Je ne suis pas lyonnais. Je viens de l'ouest de la France. Lorsque j'ai déménagé à Lyon, tout géographe que je sois et connaissant des dizaines de villes dans le monde, j'ai dû réapprendre toutes mes pratiques. J'ai dû réapprendre, j'ai dû petit à petit, et ça commence juste, ça fait 10 ans que je suis à Lyon, composer devenir lyonnais. Une urbanité lyonnaise, c'est-à-dire des pratiques qui correspondent à ce que les Lyonnais font. D'ailleurs, on a récemment avec ma femme changé d'appartement pour avoir un appartement avec une vue sur la basilique de Fourvière. Et nos amis lyonnais de souche, si tant est soit que ça existe, puisque en fait aucun n'en est, mais bon bref, je ne rencontre jamais de Lyonnais de souche. Tous les gens qui me disent « moi je suis Lyonnais », ils m'expliquent ensuite qu'ils sont d'ailleurs. Bref. Et les Lyonnais plus anciens que moi me disent « ah ben dis donc, vous vous êtes acheté une vraie vue de Lyonnais ». Et ça j'ai pris ça très au sérieux en tant que géographe. C'est-à-dire, oui, ça veut dire ça y est, on a compris le code. Parce que, et c'est la deuxième dimension qui permet de comprendre que l'espace se différencie. Il se différencie parce que les pratiques des habitants sont spécifiques à ce lieu. Alors c'est vrai de Vichy, mais c'est vrai des aéroports, des centres commerciaux, c'est vrai des lieux homogènes, c'est vrai de Times Square, c'est vrai de Venise. On a tous des habitudes différentes, mais ils se différencient aussi parce que chaque lieu possède son imagination géographique. C'est-à-dire un ensemble d'idées, de schémas, d'images, d'imaginaires, de valeurs qui s'appliquent à ce lieu et qui le qualifie. Donnez-nous un exemple, là, par exemple. Si nous continuons à travailler sur Vichy, parce que j'aime bien partir des situations, si nous avions le temps, nous pourrions faire un exercice qui serait d'essayer de vous faire formuler en 5 mots maximum ce qui pour vous caractérise Vichy. C'est-à-dire ce qui est emblématique de cette ville, qui ne se situe pas dans l'ordre immédiatement matériel, mais très souvent,
il va s'agir de valeurs, de faits historiques, de manière de qualifier les choses. Et d'ailleurs, nous pourrons avoir des avis différents. Différents, ouais, c'est ça. Certains d'entre vous ici peut-être n'aiment pas Vichy. Monsieur le maire, bouchez-vous les oreilles. N'aiment pas Vichy, trouvent que c'est trop calme, trop loin, trop provincial, trop marqué par l'histoire, pas assez moderne. D'autres, au contraire, diront non. C'est souvent quelque chose qui revient. D'ailleurs, regardez comme c'est amusant. Vichy, c'est une ville à taille humaine. Je suis sûr même que, monsieur le maire, vous avez employé ça dans votre communication. C'est pratique, la taille humaine, parce que personne ne sait la définir. Et puis ça fait bien. Ça fait bien. C'est fait pour moi. Et moi, je dis souvent aux élus, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que serait une taille inhumaine? Et oui, parce que si pour on imagine gigantesque. Oui, mais le propre du gigantisme, quand vous allez à Tokyo, moi je vais souvent à Tokyo pour mon travail. Et c'est pour ça que dans ce livre, il y a pas mal de situations tokyoïtes. Lorsque vous allez à Tokyo, Tokyo est sans doute la plus grande métropole du monde. Alors on n'est pas d'accord selon les types de... Mais disons Tokyo, certains disent que c'est la région urbaine de Shanghai avec 87 millions d'habitants. Ok, moi je pense que c'est un peu poussé parce que c'est vraiment une région urbaine. Mais vous prenez le grand Tokyo, ce qui est dans la baie de Tokyo et alentour. Alors c'est une bourgade, 37 millions d'habitants. Donc la moitié de la population française. C'est énorme. C'est un monstre urbain. Regardez, c'est 3 fois la taille de la mégapole parisienne. C'est-à-dire plus que la région Île-de-France, là. Hein. Donc on y met... Et pourtant, les gens vivent à Tokyo. Plutôt très bien d'ailleurs, parce que Tokyo est plutôt plus paisible que Paris. Tokyo, des fois, on se croirait à Vichy. Taille humaine. Voilà, exactement. C'est-à-dire, je dis souvent de manière un peu pour rire, comme ça, je dis, vous savez, Tokyo, c'est le contraire de Paris. Paris, quand vous regardez de haut, hein, tout le monde a vu une carte de l'agglomération parisienne. Quand vous regardez de haut, c'est parfaitement clair. Et quand vous êtes en bas, c'est l'enfer. Tokyo, quand vous regardez de haut, vous n'y comprenez rien. Et quand vous êtes en bas, c'est génial. Donc, on des pourrait quartiers. Oui, parce que c'est très facile à vivre. C'est très facile à vivre. Oui. Même gigantesque. Donc moi, en tant que géographe, j'ai été amené à développer la thèse suivante, c'est que, hélas, aucun espace, ou presque, n'est inhabitable. Et je dis hélas parce que, évidemment, ça nous pose toute une série de questions. Dans ce livre, j'étudie vraiment toute une gamme de lieux très différents. Donc, dans ce livre, vous trouverez des aéroports, mais vous trouverez aussi la jungle de Calais, ou des camps de fortune, ou des ZAD. Parce que j'ai vraiment voulu faire une sorte de répertoire des types de lieux et d'espaces. Quand vous étiez devant des camps comme les camps de Calais, et on pouvait considérer que les situations de vie étaient épouvantables, elles l'étaient, mais pour autant, ces espaces n'étaient pas inhabitables, ils étaient même intensément habités, c'était même ça qui était dérangeant. Pourquoi est-ce que les migrants à Calais ouvraient des échoppes, développaient des lieux de spectacle, développer des maisons closes, oui. Des services, des écoles. Pourquoi le faisaient-ils alors qu'ils n'ont rien ou presque rien? Mais tout simplement parce qu'il y avait cette sorte de pulsion d'habiter. De vie. Hein, parce que la pulsion d'habiter, c'est la pulsion de vie. Et il y a évidemment des cas limites. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, ces 2 livres terribles, que sont d'un côté le livre de Primo Levi, Si c'est un homme, donc sont sur mon expérience concentrationnelle, oui, bien sûr. et de l'autre côté le livre de Robert Antelme, L'espèce humaine, également sur son expérience concentrationnaire. Certains d'entre vous ont peut-être vu un film récemment fait sur Robert Antelme et Marguerite Duras, qui était son épouse, qui est le livre fait sur l'effroi, donc sur l'attente par Marguerite Duras du retour de Robert Antelme. C'est un film, qui vient d'être fait, et Marguerite Duras a écrit un livre là-dessus qui s'appelle La douleur. Dans ces 2 livres, vous avez 2 auteurs qui vous parlent de ces quelques cas limites où l'on peut se poser la question, si c'est un homme,
ce que j'ai devant moi. C'est ça le titre de Primo Levi. Est-ce que c'est encore un homme? Est-ce que cet espace est encore habitable en tant qu'être humain ou pas? Et Robert Antelme fait la même expérience. Mais vous avouerez que nous sommes vraiment dans des cas extrêmes, même si ce sont hélas des cas beaucoup plus répandus qu'on ne veut bien le dire. Et remarquons qu'à chaque fois qu'on a voulu, dans le cadre de génocide ou de politique totalitaire, à chaque fois qu'on a voulu priver l'être humain de son humanité, qu'a-t-on fait? On s'est attaché à attaquer frontalement sa capacité d'habiter. On s'est attaché à rendre, autant que faire se peut, inhabitables ces contrées. Ça renforce l'idée qu'il y a une puissance anthropologique de l'habiter. Et habiter, c'est donc aussi attacher à des lieux une imagination. Vous ne pouvez pas vivre sans imagination géographique, mesdames, messieurs, c'est pour ça que vous êtes géographes aussi. Vous ne pouvez pas vivre sans pratiquer l'espace, mais vous ne pouvez pas vivre sans imagination géographique. Projeter quelque chose. Projeter quelque chose. Et la première chose que vous pouvez projeter, bien sûr, quand vous allez dans un espace commercial ou à la mairie ou dans cette salle, vous allez quelque part pour faire quelque chose. Mais il ne faut pas accepter la réduction de l'être humain à la fonctionnalité et à l'utilité. L'être humain n'est pas simplement quelqu'un qui recherche les utilités et la satisfaction fonctionnelle. Bien sûr que nous recherchons cela. Nous préférons être bien servis que mal. Mais les êtres humains, ils ont aussi besoin de qualifier leurs expériences, de qualifier leur vie. Vous voyez, qualifier au sens strict du terme. Ils ont besoin de qualifier leur lieu. Et la première chose que vous faites, que je fais, c'est que je vais dire si j'ai du goût ou du dégoût, de l'attrait ou du désintérêt, de l'affect positif ou négatif à propos d'un lieu et à propos de ceux qui cohabitent avec moi dans ce lieu, parce qu'on n'habite jamais seul, c'est ce que je montre dans ce livre, on est toujours des cohabitants, on est toujours avec d'autres. Et ce mouvement incessant de qualification des lieux, c'est cela peut-être que la géographie étudie de la façon la plus originale. Donc la géographie, pour finir, elle étudie une sorte de triangle magique et vertueux. L'organisation des espaces concrets, à toutes les échelles, du monde au corps. Deuxième angle du triangle, il y en a trois, je crois, dans un triangle. Un deuxième angle du triangle, les pratiques des individus. Comment ils vivent ces épreuves spatiales dont j'ai parlé. Troisième angle du triangle, leurs imaginations géographiques. Et si vous liez ces trois choses-là, alors vous commencez à comprendre le monde. Et le problème de Marc Augé, c'est qu'il n'avait pas fait ça. Il avait laissé de côté une bonne partie de cette analyse. Alors, il nous reste 5 minutes. Voilà. Ah, je croyais qu'on était simplement au premier quart. Au premier quart, je sais. J'ai bien senti. Mais je vous dirais... Je suis à peine chaud, là. Je vous dirais pourquoi. Comme il reste 5 minutes, je voudrais que vous parliez du phénomène dont tout le monde parle du point de vue sociologique, politique, etc. C'est le problème des migrations. C'est-à-dire, beaucoup de gens nous disent... l'Afrique va doubler de population dans les 30 ans qui viennent, etc. Le monde va vers un moment où jamais dans l'histoire il y aura eu autant de déplacements de population, laissant entendre qu'on va vivre dans un capharnaüm et un enfer assez incroyable. Je voulais juste, mais vraiment en peu de temps, vous avez compris que malheureusement, nous avons un maître qui est le temps. Je sais que le géographe n'accepte pas qu'il soit l'unique patron, mais enfin, pour cette occasion-là, ce sera le cas. Comment vous voyez ces migrations et les peurs qui sont liées? C'est-à-dire qu'on utilise ce mot-là pour probablement inquiéter les gens. Je voudrais juste votre jugement sur ce point et ce que vous pensez de ce que vont être, de ce point de vue-là, les années qui viennent. Alors, dans ce livre, j'essaie de montrer, et dans le livre précédent qui s'appelle L'avènement du monde, qui était vraiment centré sur la mondialisation, j'essaie de montrer que le processus actuel de mondialisation, de surcroît, c'est un processus qui s'accompagne désormais de la prise en compte de plus en plus inquiète du changement global.
Le processus actuel de mondialisation nous place dans une situation où nous avons l'impression que nos vieux systèmes de pensée, nos idées de jadis, nos règles d'antan ne fonctionnent plus. Il y a une sorte, comme dirait Freud, de malaise dans la civilisation qui apparaît. Nous sommes de plus en plus dubitatifs, nous doutons de plus en plus sur notre propre capacité à affronter et à maîtriser ce que le monde nous offre d'épreuves et ce que le monde est en train de devenir. Sans doute dans ce processus, y a-t-il une part de deuil difficile de l'Europe qui doit admettre qu'elle n'est plus ce qu'elle a été au XIXe siècle. Et redécouvrir quelque chose qu'on a connu pendant très longtemps. Hein. Je vous dis une chose là qui est mal connue, c'est que la première puissance mondiale, pendant les 4/5 de l'histoire de l'humanité, la première puissance mondiale jusqu'au XVIIIe siècle, et ça a duré depuis plusieurs milliers d'années, c'est la Chine. La parenthèse européenne n'aura été que de 2 siècles. La Chine est numéro 2 mondial, bientôt numéro 1. C'est-à-dire que nous devons aussi nous réapproprier cette histoire longue de l'humanité. Peut-être avons-nous vécu dans une conception trop européocentrée et franco-centrée de notre propre histoire et de notre propre projection dans le monde. Donc je crois que nous avons à essayer de repenser la mondialité. C'est ce que j'essaye de faire dans ce livre. Et pour la repenser, il faut prendre en compte des phénomènes qui sont embarrassants, qui sont inquiétants, dérangeants, mais au bon sens du terme. Moi, l'inquiétude n'est pas forcément quelque chose qui... Voilà, hein, c'est une intranquillité. C'est-à-dire, vous savez, quand on fait des sciences sociales, on essaye de ne pas être tranquille, parce que le jour où on est tranquille, ça veut dire qu'on ne pense plus. Donc, parmi ces choses inquiétantes, il y a le problème des mouvements de population. Alors, les mouvements de population, aujourd'hui, nous en parlons beaucoup parce que nous sommes en Europe et dans le monde confrontés à ce qu'on appelle une crise migratoire. Cette crise migratoire est amplifiée par ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est terrifiant, qui est épouvantable. Ce que Bachar el-Assad fait subir à son peuple est inqualifiable. Mais ce mouvement migratoire important, il a commencé bien avant la crise syrienne. D'ailleurs, les premiers points de fixation à Calais, dont je parlais tout à l'heure, sont antérieurs à cela. Alors pour essayer de mettre en perspective et de repenser de façon dynamique, on peut commencer à dire les choses suivantes. Bon, les préhistoriens, les archéologues et les historiens insistent toujours sur le fait qu'une caractéristique de l'humanisation, de ce qu'on appelle l'anthropisation de la planète, c'est que les êtres humains ont des jambes et s'en servent. L'être humain est un être de parcours et de passage. Depuis toujours, même dans les sociétés sédentaires, beaucoup de gens passaient dans nos villages sédentaires. Beaucoup de gens, ne serait-ce que les gens de guerre. Pensons au Moyen-Âge aux pèlerins, aux croisades, aux marchands, aux moines, mendiants. Donc nous... L'histoire n'est qu'un déplacement de population, mais pensons aux Francs, pensons aux Romains et aux Grecs. Les Grecs arrivent à Marseille. Pourquoi arrivent-ils à Marseille? Parce que nous sommes dans le cadre d'une expansion migratoire à partir de la mer Égée. Donc, on peut déjà se dire qu'on peut se réapproprier cette histoire des migrations. Deuxième chose, on peut mettre en perspective relative des mouvements qu'on ne traite pas avec la même émotion. Alors, vous me dites, cher intervieweur, les migrations font peur. À peu près 250 millions de personnes par an. Hein. C'est beaucoup, ça croît, 250 millions de personnes. Nous sommes... Bouge dans l'année. Voilà, bouge dans l'année. Nous sommes 7 milliards. Est-ce que c'est le plus grand mouvement de population annuel qu'on connaît? Non. Et de loin. Quel est le plus grand mouvement de population annuel qu'on connaît? Et maintenant, depuis 25 ans. C'est le plus grand mouvement de population que l'humanité n'ait jamais connu. Quel est ce mouvement? Le tourisme international. 1,3 milliard d'êtres humains se sont déplacés dans le cadre du tourisme international en 2017. Ce ne sont pas des migrations, ce sont des... peut-être, non? Est-ce que le mot est adapté? Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que
que se passe-t-il à Barcelone? Que se passe-t-il à Prague? Que se passe-t-il dans certaines villes? Certains locaux protestent en disant « mais il y a trop de touristes ». Pourquoi est-ce que je commence par Venise dans mon livre? C'est pas simplement parce que j'aime la Sérénissime, c'est parce que j'en fais une sorte de cas emblématique du monde contemporain. Du surtourisme. Voilà, d'une sorte de surintensification touristique. Venise est habitée par des passants. Monsieur le maire, je suis sûr que vous espérez que de plus en plus de passants passent par Vichy. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, mais peut-être plus qu'hier en raison de la mobilité, exister en tant que ville dans le monde contemporain et exister en tant que ville comparable mais différente des autres, c'est être capable d'accueillir des passants. Donc moi simplement je pose une question qui est une question idiote, hein, donc c'est une question faussement naïve, donc elle est terrible. Pourquoi n'avons-nous pas la possibilité de penser les migrations de la même manière? Non pas comme des menaces, mais comme des passages. Vous savez, les gens qu'on rencontre à Calais, ils veulent passer. Ils ne seront plus là l'an prochain. Ils veulent passer. Ils veulent passer en tout cas. Oui. Leur volonté n'est pas de nous menacer, en dehors du fait qu'eux-mêmes ont fui la menace. Leur volonté, c'est d'être des passants planétaires. Donc vous voyez ma comparaison un peu bizarre entre le tourisme et la migration n'est là que pour que nous puissions collectivement nous poser ces questions-là. On est dans une après-midi qui s'appelle le grand débat. Voilà un grand débat géographique. Vous savez, pour moi, la géographie, c'est ce que j'appelle une anthropologie politique de la cohabitation humaine. La géographie est toujours politique. Quand mes étudiants me disent « je veux faire de la géographie politique », j'ai dit « ah, vous voulez faire un pléonasme, vous ?» Parce que c'est une formule pléonastique. La géographie est toujours politique. Je l'explique dans ce livre à partir de la philosophe Hannah Arendt. Eh bien, cette question-là, c'est une question explosive politiquement, parce que cette question-là, elle devrait nous obliger, et je terminerai par là, c'est vraiment promis, elle devrait nous obliger à quelque chose, réfléchir au sens des frontières et des limites. Voulons-nous, comme certains pays en Europe, reconsidérer les frontières comme des portes, comme des murs, ou acceptons-nous, dans une certaine tradition humaniste européenne, de considérer les frontières comme des membranes, des seuils, des espaces habitables où l'on passe, des espaces de passage. Mais mesdames, messieurs, le débat que nous avons à mener et que nous aurons à mener sur l'avenir de la construction européenne, c'est d'abord un débat de frontières. C'est secondairement un débat économique. Hein. C'est d'abord un débat de frontières. Eh bien, si la géographie sert à ça, à poser ces questions et à tenter d'en disputer, d'en débattre, ben oui, je suis vraiment content d'être géographe. Alors vous voyez, ce que je vous avais dit avant qu'on puisse écouter Michel Luceau, le but du grand débat, c'est, je ne savais pas qu'il y aurait un lien si précis avec ce dont vous venez de parler, mais ouvrir portes et fenêtres de nos habitudes de pensée. Et c'est pour ça que nous avons décidé qu'un universitaire du niveau de Michel Luceau, parce qu'il faut être très très fort hein, pour faire ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un niveau de connaissance et une habitude de la transmission que n'ont pas tous les chercheurs et les gens intelligents. Il fallait quelqu'un de son niveau et de son expérience pour que vous ayez la preuve que, pas que la géographie existe seulement, mais que la pensée et la réflexion, c'est un domaine d'abord passionnant et de grand plaisir. Et surtout que ça montre combien la rencontre avec certaines personnes peut être déterminante pour la vie de tout le monde, pour nous tous. Quand j'étais à l'école et que quelqu'un venait en ville, de temps en temps, on le faisait venir dans l'école. Des gens ont changé de vie à cause de ça.
Et donc, le but du grand débat, c'est pas de changer de vie à cause de la visite de Michel Lusseau, mais c'est quand même partir avec des interrogations sur ce qu'on pense et sur si c'est juste ou pas. Il y a quelqu'un qui a dit « Je préfère une période où on pose des questions qu'on assène des réponses ». Je crois que Michel Lusseau a parfaitement illustré cette phrase qui est indispensable si on veut avancer, progresser et être plus heureux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Lusseau, et merci à tout le monde. Il va signer maintenant et vous pourrez parler avec lui dans l'heure et l'heure et demie qui vient. Merci.